Dans ce rapport, on va avoir toutes les transformations que l'entreprise doit engager pour se protéger elle-même des contraintes, des limites planétaires ou du réchauffement climatique. L'énergie que les grands groupes ont mis dans ce travail ne peut pas être dupliqué pour une entreprise de plus petite taille, puisque l'effort est significatif. Aujourd'hui, le directeur RSE a un coût. C'est pas quelqu'un qui va vous aider à faire plus de ventes, c'est pas quelqu'un qui va vous aider à produire en plus, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter la qualité. La fonction RSE, contrairement à toutes les autres fonctions de l'entreprise, en fait, publie intégralement ce qu'elle fait. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Leaf Media. Le podcast de Leaf Media a pour vocation de créer un espace de discussion entre professionnels de la RSE pour partager des expériences, des idées et des stratégies pour tous ceux qui travaillent dans l'ESG ou s'y intéressent de près. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Mandron, qui est directeur RSE de Worldline, le leader des paiements, qui est une entreprise cotée de 4,6 milliards d'euros avec 18 000 collaborateurs dans 50 pays. À côté de ça, il siège au conseil d'administration du C3D, où il est notamment en charge de la task force sur la CSRD. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Alors on va commencer par parler un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené là ? Comment vous avez commencé à vous intéresser au sujet de la RSE et comment on devient directeur RSE de Worldline ? Alors, on devient directeur RSE de Worldline lorsqu'en fait le directeur général vous demande en fait de prendre la fonction de Worldline, qui est la fonction de directeur RSE, qui est le cas de beaucoup en fait de directeurs RSE aujourd'hui qui sont en position. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient déjà dans l'entreprise et qui, au regard de leur profil, généralement leur capacité à transformer, prennent le poste. Et dans mon cas, c'est lors de l'introduction en bourse en fait du groupe Worldline en fait en 2015. D'accord. Et avant ça, vous faisiez quoi chez Worldline ou ailleurs ? Alors moi, donc j'ai un profil en fait de consultant et de directeur en transformation. Avant, je me suis occupé de plans de transformation dans la grande distribution et j'ai fait une grande partie des plans de transformation du temps de Thierry Breton en fait quand il est arrivé, avant de basculer du coup en 2011 chez Worldline, qui était une filiale du groupe Atos et qui donc était en charge de traiter et qui est toujours en charge de traiter une grande partie des opérations de transactions de paiement en fait en Europe. D'accord. Et quelle formation vous aviez pour les sujets de transformation ou peut-être un peu de RSE ? Alors, donc j'ai une formation en ingénierie financière. Ok. Voilà, donc fusion-acquisition, donc c'est pas trop de sujets. C'est pas vraiment des capacités que j'ai utilisées dans ma carrière. J'ai plutôt travaillé sur des problématiques de transformation, donc la capacité en fait à rassembler les gens, à les mettre au mouvement, voilà, à réaliser ou à piloter des projets. Et ce qui fait ma spécificité, c'est que pour le coup, en fait, comme j'ai un profil assez généraliste, j'ai traité beaucoup d'opérations un petit peu stratégiques. Les grands plans de transformation, c'est des sujets stratégiques. Les opérations de fusion-acquisition au sens exécution et intégration c'en est, comme des problématiques d'intégration en fait en bourse. Voilà. Donc mon profil est un peu multicarte, avec une capacité à rentrer dans tous les sujets. Et c'est vrai que quand vous demandez à quelqu'un de prendre un rôle de directeur RSE, vous devez vous assurer qu'il a, je dirais, deux grandes compétences. La première, c'est sa capacité à rassembler et à innover, en plus d'être curieux et à s'intéresser en fait à des sujets, puisque pour le coup, tous les ans, son job change. Voilà, parce que tous les ans, en fait, il y a soit une réglementation, soit des nouveaux sujets, soit des tendances marché, qui fait que vous n'allez pas faire du tout la même chose que ce que vous avez fait l'année dernière et ce que vous allez faire l'année prochaine. C'est un métier assez récent, après tout. Donc, beaucoup de choses nouvelles. Tout à fait. Mais ça change tout le temps. Et alors, en parlant de réglementation, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la CSRD. Alors, la CSRD, c'est 4 lettres que vous entendez toute la journée, que j'entends toute la journée. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent entendent de la CSRD tout le temps. Donc, CSRD comme directive européenne qui va toucher 50 000 entreprises en Europe sur le Corporate Sustainability Reporting. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la CSRD, j'aimerais avoir votre réaction sur des déclarations récentes des politiques sur l'application française, dans le droit français, de cette directive européenne. Donc on a notamment le Premier ministre Michel Barnier qui soutient un moratoire sur la directive qu'il juge trop contraignante. On a par exemple le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui critique le nombre d'entreprises et d'indicateurs, qui les trouve irraisonnables, et d'autres qui parlent carrément de tsunami administratif.
Alors vous, quelle est votre réaction par rapport à ces propositions? Est-ce que vous trouvez qu'un allègement de la directive peut être viable pour les entreprises? Ou au contraire, est-ce qu'on doit faire marche arrière et qu'on doit libérer les entreprises de cette contrainte? Alors, donc, faut savoir un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, tous les grands corporates de la vague 1 sont en mouvement. Ils vont livrer quoi qu'il arrive. Voilà, parce que toutes les équipes sont mobilisées et depuis plus d'un an. Donc fondamentalement, tout le monde va livrer, je dirais, son rapport de durabilité l'année prochaine en ligne avec la CSRD. Alors, tout ne sera pas complet. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le résultat de la CSRD, ce n'est pas ce rapport, c'est que dans ce rapport, on va avoir toutes les transformations que l'entreprise doit engager pour se protéger elle-même des contraintes, des limites planétaires ou du réchauffement climatique. D'accord ? Donc le sujet de reporting, de transparence, vise avant tout à donner la capacité à l'entreprise de réfléchir elle-même à comment elle peut ne pas être mise en danger par des problématiques de réchauffement climatique ou d'atteinte de limites planétaires. Je vous donne 2 exemples. Tout le monde a bien compris depuis le début de l'année qu'il pleuvait beaucoup, et tout le monde a bien compris que ce qui s'est passé typiquement à Valence va donc mettre par terre un certain nombre d'entreprises et d'emplois parce que malheureusement, il n'avait pas été anticipé suffisamment cet impact du réchauffement climatique sur la région de Valence. Voilà. Donc un exemple assez concret. Autre exemple assez concret, quand on a vu la guerre en Ukraine, on a découvert qu'il y avait toujours plein de gaz sur la planète, mais qu'il y a quelqu'un qui a décidé en fait de fermer le robinet de gaz, et on a vu qu'il y avait du coup des chaînes d'approvisionnement qui étaient impactées. Donc le sujet de la CSRD, le premier point en fait à traiter, c'est comment en fait je vais en fait protéger mon entreprise à ces risques-là. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la CSRD, au-delà de la problématique de reporting, au-delà de la complexité qui existe dans la construction de ce reporting et de son exhaustivité, c'est avant tout une réflexion du conseil d'administration et des directions générales pour réfléchir en fait au-delà du cadre actuel qui est, je dirais, open bar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit sans se soucier si demain on pourra travailler dehors ou pas, si on aura toujours de l'eau, si on aura toujours des ressources qui viennent de Chine. Voilà, ça c'est le monde d'avant. On voit bien que cet environnement en fait, de travail a évolué et la CSRD permet cela. Donc aujourd'hui, le constat, quel est-il ? Il est qu'en effet, tous les grands groupes se sont saisis du sujet. Ils sont en train de travailler énormément et ils sont en train de débroussailler. Mais force est de constater que l'énergie que les grands groupes ont mis dans ce travail ne peut pas être dupliquée de manière identique pour une entreprise de plus petite taille, puisque l'effort est significatif. Et donc, ça pose en effet un problématique d'exécution immédiate pour des entreprises de plus petite taille. Après, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini pour votre entreprise et votre secteur d'activité quels sont les sujets sur lesquels vous êtes exposé, vous allez donc pouvoir conclure que toutes les entreprises du secteur ont la même exposition. Donc, tous les gens qui vont pouvoir venir derrière vont être amenés en fait à faire des copier-coller en disant mais moi fondamentalement je suis dans le transport routier, je n'ai pas a priori d'impact sur le bien-être animal, donc je ne vais pas m'en occuper parce que j'ai vu que mes concurrents ne le traitent pas, donc je ne le traite pas. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de raccourcis qui vont avoir lieu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans la phase actuelle il y a énormément en fait d'énergie à passer et l'énergie c'est pas tant un problème de coût, c'est un problématique de capacité intellectuelle, c'est-à-dire que il faut se projeter sur un sujet qui est compliqué, qui est aujourd'hui, j'ai mon entreprise qui fonctionne, qu'est-ce qui peut lui arriver au regard de sujets sur lesquels je ne suis pas du tout à l'aise pour me positionner, qui sont qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème d'eau, qu'est-ce que j'ai un problème de biodiversité, qu'est-ce que j'ai un problème sur la pollution, qu'est-ce que j'ai un problème d'économie circulaire. Et on voit que tous ces sujets sont des sujets nouveaux. Voilà, c'est-à-dire que ça ne commence pas par exécuter, ça commence par réfléchir, ça continue par qualifier et trouver des solutions. Et ça, il faut du temps homme. Et ça, c'est plutôt des choses qu'on trouve dans les grands groupes que dans les ETE ou dans les PME. D'accord. Donc, au-delà du reporting, il y a surtout cette idée de transformation pour la résilience. En fait, c'est une résilience qui va définir la survie de l'entreprise, finalement. Et donc, tout ça, ça demande du travail à estimer. Les grands groupes le font parce qu'ils ont cette force de travail. Les plus petites entreprises ne le font pas. Mais en même temps, il y a peut-être moins de choses qui sont matérielles pour eux. Et c'est pour ça que j'amène le sujet de la double matérialité, qui est quand même au cœur de la CSRD. Donc, vous parliez de copier-coller
les risques des autres. C'est un peu copier-coller la double matérialité des gens de son secteur. Est-ce que dans un secteur, en fait, il y a des doubles matérialités qui sont propres à chaque secteur? Alors, en fait, la double matérialité est un concept nouveau dans le cadre en fait, de la CSRD, mais la matérialité simple, on l'utilise en fait depuis une dizaine d'années. Et en effet, quand on se jette dans l'exercice, et quand vous rencontrez les investisseurs, ils savent parfaitement, en fait, quand vous êtes dans tel secteur, quels sont les sujets en fait, qui ont du sens pour vous ou pas. Si vous faites de l'embouteillage en bouteille, évidemment que l'eau est un sujet pour vous. Si vous appelez Evian, Cristalline, etc., l'eau est un sujet pour vous. Voilà. Si vous faites de l'élevage de bétail, évidemment, les animaux sont un sujet pour vous. Donc les matrices de matérialité simples existent depuis des années. Et évidemment, quand vous êtes dans un secteur, si vous êtes dans le secteur de l'informatique, vous allez comparer les matrices des uns et des autres. Et normalement, vous allez trouver une cohérence. Ça ne veut pas dire que certains n'ont pas de spécificité. Certains ne mettent pas certains poids sur des dimensions particulières. Mais globalement, vous devez vous y retrouver. Voilà. Donc la double matérialité, tout le monde fait aujourd'hui un exercice assez poussé et assez fin pour s'assurer de son exhaustivité. Voilà. Mais ce à quoi on s'attend en année 1, voire en année 2, c'est que sectoriellement, on puisse isoler des matrices de matérialité qui soient spécifiques sectorielles. Ce qui permettra du coup à ceux qui sont dans les vagues derrière de se dire, bon, bah voilà, en fait, c'est établi, quoi. On va pas venir me chercher sur ça. Bah oui, non, mais... Donc nous, on l'a déjà fait, ça fait 10 ans qu'on le fait, donc on voit comment le truc est en train d'atterrir, mais il avait déjà atterri. Là, il y a un certain nombre de critères complémentaires qu'on nous demande de positionner dans cette matrice, voire qu'on nous demande de nous assurer que ce n'est pas dans notre matrice. Voilà. Si vous êtes dans le service informatique, est-ce que vous avez vocation à vous positionner sur la biodiversité ? Vous développez un logiciel derrière un écran, ce n'est pas évident. Si par contre vous fabriquez le matériel informatique et que vous utilisez du coup des minéraux, évidemment, là, vous avez un impact sur la biodiversité. Donc ces sujets-là, fondamentalement, on a déjà une perception dessus. On va voir combien ils coûtent et combien ils pèsent, mais le concept n'est pas totalement nouveau. Et puis il y a un sujet de secteur, mais il y a aussi un sujet de taille. Donc nous, éditeurs de logiciels, on n'a peut-être pas la même matrice de double matérialité que Google, par exemple, parce qu'on n'a peut-être pas la même échelle. Donc il y a quand même ça qui est à prendre en compte. Sachant que Google a des data centers et que Google utilise utilise de l'eau directement des rivières pour refroidir ses data centers. Ce qui n'est pas votre cas. C'est pas mon cas. Voilà, ce qui n'est pas votre cas. C'est juste pas votre cas. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde, il faut se dire bon ben voilà, Google a potentiellement peut-être une exposition sur l'eau, mais si vous n'avez pas de data center, que vous ne faites pas fonctionner de data center en votre propre, vous n'allez pas consommer d'eau. Et vous avez des data centers d'ailleurs dont le refroidissement n'est pas à eau. Donc vous pouvez très bien comparer deux sociétés qui ont des data centers, voilà, dont le métier c'est de faire tourner des data centers. Il y en a un dont le refroidissement est à eau. Il a une exposition à eau, c'est-à-dire que concrètement, s'il y a une sécheresse et que l'eau de la rivière baisse, il ne pourra plus refroidir son data center. Donc il risque d'avoir une perte de revenus. Voilà. Et celui qui est en circuit fermé, lui, n'a pas cette exposition. Et donc vous voyez que dans les deux cas, la CSRD va vous dire bah, attention, tu as une exposition à l'eau, quel est ton plan de transition ? Combien est-ce que tu vas dépenser pour que si tu as un risque de sécheresse, tu vas garantir en fait la résilience de ton entreprise et entre guillemets le chiffre d'affaires va être garanti. C'est ça qu'elle vous demande la CSRD. Et donc vous dire je vais arrêter de faire un data center qui utilise l'eau en fait de la rivière et je vais me mettre en circuit fermé et j'aurai réglé mon problème. Et c'est ça que la réflexion en fait qui est demandée. Et donc on vous demande d'avoir la réflexion, de la qualifier et de dire voilà, je vais faire un plan de transition qui va dire que je fais un nouveau circuit et donc voilà, je vais dépenser 1 million d'euros et j'aurai préservé en fait mon entreprise. Et alors, est-ce que la double matérialité, c'est pas le filtre qui rend vivable la CSRD pour les petites entreprises, justement ? Alors, c'est le filtre qui permet à chacun de s'y retrouver. Voilà, c'est quand normalement, la matrice de matérialité, si vous la mettez sur la table, les gens sont capables de dire pourquoi ce sujet est important et pourquoi il ne l'est pas. Si on prend le cas du data center, s'il est en refroidissement à eau, vous allez trouver l'eau, mais votre première préoccupation sur le data center, c'est quand même qu'il y ait de l'électricité, c'est qu'il y ait de l'énergie. Voyez, mais pour le coup, après, est-ce que j'ai d'autres problématiques autour de ce data center liées à la pollution ? Bon, ouais, c'est pas totalement évident qu'un data center, ça pollue, alors, sauf si vous avez construit une usine à charbon à côté. Voyez, mais donc c'est ça cette réflexion. Donc quand vous posez votre matrice,
Normalement, les gens doivent reconnaître les points. Ils doivent dire, ah oui, si, en effet, si mon data center, j'ai plus d'électricité, il ne fonctionne plus du tout. Voilà. Ou si je crache mon alimentation, mon backup de ressources, là, j'ai un problème. Voilà. Mais à la base, c'est quelque chose qui doit unifier les gens, dans lequel ils se retrouvent en fait, dans cette matrice comme un sujet relatif au risque. Et alors, quand on est un grand groupe comme Worldline, on fait son analyse de double matérialité avec le temps homme de vos équipes. Quand on est une plus petite entreprise, donc j'imagine les entreprises du C3D avec lesquelles vous parlez tous les jours, comment on fait une analyse de double matérialité quand on manque de ressources ? Alors, aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que, comme je disais, les matrices de matérialité, ça fait 10 ans qu'on en fait. Voilà. Et la base, et si on se rappelle comment on les faisait initialement, on faisait le tour des parties prenantes. D'accord ? Ce qui visait, et ça se fait encore toujours, de rencontrer en fait tous les gens qui comptent pour l'entreprise et on leur demande qu'est-ce qui est important pour eux. Et donc, c'est lors de ces entretiens qu'on capture en fait ces éléments importants pour les formaliser. Voilà. Ce qui est un petit peu plus compliqué dans la CSRD et dans les pratiques qui sont aujourd'hui véhiculées, en fait, hein, c'est que le niveau d'exhaustivité et le niveau de robustesse, en fait, doit être éprouvé pour être auditable. D'accord ? Mais à la fin, quand vous êtes dans l'industrie informatique, si vous mettez à 4-5 autour de la table, vous êtes capable de positionner ces points. D'accord ? Là où il y a une nouveauté, c'est que comme ça va être audité, l'auditeur va avoir besoin d'un certain niveau de sécurité, d'accord, pour s'assurer que ce que vous avez fait est bien exhaustif. Ce que l'auditeur veut éviter, lui, c'est qu'en signant vos comptes, il va du coup apposer en fait une validation sur votre travail et donc il va s'engager sur le fait que votre travail est exhaustif et représentatif. D'accord ? Et pour faire ça, il faut qu'il ait besoin d'un minimum de preuves pour s'assurer que le travail a été fait en prenant toutes les dimensions et pas qu'il y a eu d'oubli. D'accord ? Donc c'est quand vous rajoutez en fait cette couche que vous avez du coup une nécessité, une apparition de la complexité. Donc de manière assez similaire à un audit financier, ce que veut savoir l'auditeur, c'est pourquoi on a pris telle décision. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'être un expert en climat, mais plutôt un expert dans son business pour être capable de répondre aux auditeurs et leur dire pourquoi certains risques sont plus ou moins matériels. Tout à fait. Et c'est pour ça que généralement, dans les grands groupes, c'est la division des risques qui s'en occupe, parce qu'ils connaissent bien l'entreprise. Et alors, est-ce que vous voyez dans le C3D, dans les entreprises à qui vous parlez tous les jours, une approche différente? Est-ce que ça a transformé les entreprises sur la manière dont elles perçoivent et elles anticipent les risques qui impactent leur... Alors, je pense que la plus grande transformation, la plus grande perception, c'est le changement d'environnement. D'accord ? C'est-à-dire que, en effet, là, on vous demande de qualifier de manière plus précise des risques qui n'étaient pas perçus comme immédiats. D'accord ? Le réchauffement climatique, l'adaptation climatique, c'est des choses qui sont quand même un petit peu éprouvées. Là, on vous demande de vous positionner sur la biodiversité. Donc, vous positionnez sur la biodiversité, ça pose un certain nombre de questions de qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Première question. Deuxième question, est-ce que moi, j'ai un impact sur la biodiversité ? Est-ce que demain, je pourrais être impacté par une perte de biodiversité ? Donc, vous voyez que dans ces trois questions, c'est trois questions nouvelles. D'accord ? Sauf pour les gens un petit peu matures qui avaient anticipé, etc. Ouais. Mais vous voyez que c'est des sujets, en fait, c'est des questions tout de suite. La réponse n'est pas immédiate. Ouais, ce n'est pas immédiat du tout de répondre en fait, à ces questions-là. Surtout quand vous avez déjà une problématique de définir quel est le concept de c'est quoi la biodiversité. Alors, définir. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le concept, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de barrières intellectuelles, d'accord, qu'il faut que, avant de pouvoir vous positionner sur le sujet, il faut que vous compreniez le sujet. D'accord ? C'est là où vous avez en fait une barrière, d'accord, mais qui n'est pas une barrière financière. Il faut que vous ayez en fait dans votre entreprise un directeur RSE, ou un directeur de la durabilité, qui est capable de se saisir de ce sujet et qui est capable de dire j'ai compris ce que c'est la biodiversité, je sais quel est le business model de l'entreprise, je suis capable d'identifier si je suis impacté ou pas. Si vous n'êtes pas impacté dans la matrice de matérialité, vous n'allez pas vous positionner dessus. Si vous avez un impact, vous devez le qualifier. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez donc la question à vous poser qui est quelles sont les actions et les moyens que je mets en place pour m'en protéger. Et ça, aujourd'hui, c'est le directeur RSE qui doit le faire. Et quand on n'a pas de directeur RSE ? Eh bien,
on est en train de dire qu'on découvre que le réchauffement climatique a été annoncé en 2015 et qu'il faudrait s'en occuper. Donc il faut un directeur RSE dans toutes les Bah, entreprises. vous ne ferez pas de compta sans comptable, en fait. Hein. Voilà, mais ça pose des vraies questions. Aujourd'hui, le directeur RSE a un coût. C'est pas quelqu'un qui va vous aider à faire plus de ventes. C'est pas quelqu'un qui va vous aider à produire en plus. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter la qualité. Voilà, donc c'est là où en effet il y a un sujet. Après, on décrit aujourd'hui beaucoup ceux qui sont en train de défricher, voilà. Mais comme on va être sur une dimension sectorielle, on va pouvoir réutiliser. Comme le marché va devenir extrêmement important, ce sujet de la durabilité, on va avoir des nouveaux acteurs qui vont pouvoir rentrer avec des nouvelles solutions, avec des formations qui vont pouvoir vendre en fait à beaucoup plus d'acteurs et pour lesquels les prix vont baisser. Mais la question reste la même, qui est que on passe en fait d'un mode où on vivait dans un environnement où on n'avait pas d'exposition au changement climatique et où toutes les ressources étaient mises à disposition de manière infinie. Demain, ce n'est plus le cas. Demain, ce n'est plus le cas pour des raisons naturelles ou géopolitiques. Voilà. Et donc, quel que soit CSRD ou pas CSRD, vous devez vous poser la question de est-ce que vous avez cette exposition ? Et ce n'est pas un geste juste intellectuel, c'est-à-dire que les gens qui vous prêtent de l'argent, un investisseur, un banquier ou un assureur d'une certaine manière, eux, ils vont avoir besoin de s'assurer que vous vous êtes posé la question. Parce qu'ils vont dire, mais moi je veux bien mettre de l'argent chez vous, mais est-ce que vous êtes bien sûr que les minéraux que vous achetez en Chine, ils seront toujours disponibles ? Est-ce qu'on est bien d'accord que votre usine, elle n'est pas installée dans une vallée qui risque d'être inondée ? Parce que sinon, moi, je ne peux pas me permettre de perdre mon argent. Ouais, je ne peux pas, en tant qu'assureur, vous assurer votre usine si vous n'avez pas, de votre côté, pris en fait, un certain nombre de garanties pour vous protéger contre ces risques. Et vous voyez que CSRD, pas CSRD, c'est pas plus trop ça la question. La question, c'est qu'il y a un nouveau jeu de risque qui est apparu et que vous êtes à la recherche d'un outil qui va vous permettre de vous assurer que vous êtes protégé contre ces nouveaux risques. Oui, parce que le sujet, c'est pas tellement d'être en règle avec les réglementations, ni même d'avoir des fonds. C'est que si on veut plus nous donner ces fonds-là parce qu'il y a des risques que l'entreprise ne survive pas, ça vient de la survie de l'entreprise. C'est ça. Donc, ce qu'on est bien en train de dire, c'est que c'est une réglementation qui va permettre de faire évoluer les business models, d'accord, et les infrastructures pour s'assurer qu'elles vont faire face, en fait, à potentiellement des impacts qui viendraient soit du réchauffement climatique, soit des limites planétaires. Bon, en conclusion, la CSRD, c'est pas si mal. Et alors, je sais pas. Je vous dirai quand on aura fini. Et alors, comment on la met en place ? Comment on met ça en route une fois qu'on a fait sa double matérialité ? On sait ce qui est matériel. C'est quoi les étapes d'après ? Alors, donc, on va se poser la question de où on en est aujourd'hui. Et après, on regardera les étapes après. Les étapes d'aujourd'hui, c'est faire le point de départ. D'accord ? Donc, les étapes d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir sa matrice de matérialité claire, bien définie, bien couvrir tous ces sujets. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive en fait sur la ligne de départ. On n'arrive pas sur la ligne d'arrivée. On arrive sur la ligne de départ. Et là, en effet, on se rend compte de potentiellement tout ce qui manque. D'accord ? C'est-à-dire que on est passé d'une réglementation qui était la DPEF à une réglementation qui s'appelle la CSRD. Et il y a un gap entre les deux. D'accord ? Et dans ce gap, il y a un certain nombre de projets de transformation qui va être nécessaire de lancer. Donc, si vous avez fait votre exercice de double matériel, vous allez peut-être apercevoir que vous avez une exposition sur la biodiversité et que donc vous allez être obligé de faire une étude pour comprendre exactement quelle est votre exposition et quels sont les moyens que vous allez mettre en place. Donc, ça veut dire que vous allez prendre les différents sujets sur lesquels vous avez une exposition et vous allez être obligé de dire, par exemple, le climat, moi, ça fait déjà plusieurs années que je travaille dessus parce que, je ne sais pas, j'ai enlevé mes bâtiments au bord du fleuve, je les ai déplacés. Et donc, ce sujet, il est couvert. D'ailleurs, je suis capable de dire tout ce que j'ai fait. J'ai mis mes KPI, etc. Par contre, sur tel autre, il va falloir que je lance un plan sur mes différents sujets. J'ai des bâtiments, il va falloir que, je ne sais pas, je fasse des isolations. Voilà, parce que je vais avoir un accroissement de température dans ces géographies et les gens qui sont dans ces bâtiments ne pourront plus travailler.
Voilà, donc je vais définir en fait des plans d'action pour me protéger. Et donc, je vais adresser les différents domaines qui sont mentionnés en fait sur la CSRD. Et je vais lancer des nouveaux projets à partir de 2025. Et alors, tous ces indicateurs de performance pour savoir où on en est, c'est quoi le meilleur moyen de les suivre? Il peut y en avoir beaucoup, il y en a beaucoup dans la CSRD si beaucoup sont applicables. Comment on les suit et comment on communique dessus, notamment pour une entreprise cotée à ses investisseurs? Alors, donc là, on est en fait dans la grande discussion avec les auditeurs sur ces KPI. Il faut avoir à l'esprit que les grands groupes ont toujours publié avec la DPEF en fait, un grand nombre d'indicateurs. Là, ce qui est en train de se dessiner, c'est que dans le rapport de durabilité, il ne doit a priori y avoir que des KPI audités. Ce qui est un vrai changement. Aujourd'hui, dans les rapports de durabilité, les KPI qui sont publiés, une petite partie en fait, sont audités. D'accord ? Les autres servent d'illustration. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est différent. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de KPI en fait, qui vont être audités, mais potentiellement, par rapport à tout ce qui est publié, on va en réduire drastiquement le nombre. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas produits. D'accord ? Ils peuvent être produits parce qu'ils servent de cohérence, de contrôle de cohérence, ou bien ils peuvent servir en fait à illustrer, mais en tout cas, ils ne peuvent pas figurer. En tout cas, aujourd'hui, il y a semble-t-il un souhait qu'ils ne figurent pas en fait de cette partie-là. Donc, on est en train de se dire on va réduire en fait le périmètre de ces KPI. Ce qui apparaît dans le cadre de la CSRD, c'est qu'en effet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si au cours des dernières années, on était très climat, d'accord, là, il y a des nouvelles dimensions qui apparaissent, d'accord, la biodiversité, la pollution, l'économie circulaire. Et là, il va falloir reporter en fait avec des nouveaux KPI qui peuvent être définis ou pas dans le cadre de la CSRD. Mais plus on produit de la donnée et plus elle doit être auditée, plus ça doit être industriel. Voilà. Donc, il y a deux dimensions qui vont être importantes. La première, c'est qu'il va falloir garantir la sécurité de la donnée, que le calcul est suffisamment robuste, qu'il est auditable, et accessoirement, pour qu'une donnée soit auditable, juste, cohérente et pérenne dans le temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et généralement, les gens qui s'en occupent, ça s'appelle plutôt des contrôleurs de gestion, en fait, que des responsables de durabilité. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va falloir s'équiper et qu'il va falloir qu'on mette des profils en fait, qui ont l'habitude de se poser un certain nombre de questions quand ils voient une donnée apparaître et pour qu'ils puissent en fait, s'assurer que cette donnée soit valable, qu'ils puissent faire des calculs de cohérence. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va falloir industrialiser l'outillage et mettre en fait, des nouveaux profils pour garantir la sécurité de cette donnée. Alors, contrôleur de gestion, auditeur, on est vraiment dans le domaine financier là. En fait, est-ce qu'il y aura une fusion du reporting financier et extra-financier ? Alors, je ne sais pas. Selon vous ? Non, je pense que ce qu'on décrit là, c'est que dans les deux choses qu'on est en train de décrire, c'est que le reporting a besoin d'une robustesse et qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'industrialiser et que les gens qui savent faire ça super bien, ça s'appelle les financiers. Ça fait des années qu'ils le font super bien. C'est pour ça qu'ils sont payés. Donc, il n'y a pas trop de raison de dire qu'il faut qu'on ait des financiers dans les équipes RSE juste pour dire qu'on gère notre donnée. Voilà, donc ça, c'est... Voilà. Pour le coup, on voit bien que le deuxième volet du sujet, c'est il faut qu'on ait dans les équipes RSE des gens qui ont des visions sur les sujets relatifs aux limites planétaires et au climat. Pour être capable de se projeter par rapport à leur business model pour faire des filtres. 2, qualifier. 3, chercher des solutions, voire interagir avec des fournisseurs ou des clients. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que il y a pas, si vous faites un plan de transition sur la biodiversité, c'est pas les ressources humaines qui vont le faire, c'est pas la finance qui vont le faire. Voilà, vous voyez que c'est un profil différent avec une expertise différente. Et pour le coup, celui qui fait ça, je vois pas trop l'intérêt à ce qu'il aille mettre des chiffres dans Excel pour s'assurer que les chiffres sont bons. Donc côté ressources humaines, justement, on a dit que ça allait avoir un impact sur les profils qu'on recrute, côté RSE, côté financier qui font ça très bien, côté transformation. Comment vous voyez la transformation en termes de ressources humaines d'une entreprise avec la mise en place de la CSRD ou d'autres initiatives similaires ? Alors, donc, j'aime bien remettre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour pas aller trop vite. Donc aujourd'hui, on fait, donc, comme j'ai dit, la partie reporting. Dedans, il y a quelque chose dont on n'a pas
parler en profondeur, qui est le plan de transition. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vous demande, quand vous avez identifié une difficulté ou en tout cas un point d'accroche en particulier sur le climat, d'expliquer quel est le plan de transition que vous allez mettre en place en fait, pour réduire typiquement vos émissions de CO2. D'accord ? Donc ça veut dire que là, il va falloir que vous détailliez quelles sont les actions, les projets que vous allez faire pour réduire typiquement vos émissions de CO2. Et une fois que vous avez construit ça, évidemment, vous allez devoir mettre quels sont les moyens en investissement. Et si vous avez décidé, je ne sais pas, de passer dans le cadre de votre business model pour réduire vos émissions de CO2 à la construction d'un bâtiment en béton à un bâtiment en bois, en effet, il va falloir que vous transformiez vos maçons en charpentiers. Voilà. Et donc, vous voyez que la direction des ressources humaines va du coup être dans une situation de dire je dois accompagner en fait mon business model et donc je dois me saisir de ces sujets et accompagner dans l'évolution des profils de mes collaborateurs une transformation qui permet de suivre en fait ces contraintes. Nouveau business model, nouveau métier, nouvelles personnes. Voilà, alors nouveau, je ne sais pas, on va peut-être... Oui, ça peut être les mêmes, mais voilà, nouveau... Les gens qui sont maçons, ils peuvent peut-être apprendre un certain nombre de choses plus facilement, surtout s'ils ont un peu le sentiment qu'on cherche plutôt des charpentiers qui sont peut-être plus payés que des maçons. Mais voilà, mais clairement, ça adresse derrière, on voit bien la problématique de comment la société civile en fait, va être embarquée dans cet exercice et avec la grande question de à quelle vitesse ça va se faire. Si ça se fait doucement, on n'est jamais trop inquiet. Si ça se fait du jour au lendemain, on est toujours plus inquiet parce que faire évoluer des profils dans le temps, ça demande toujours un peu plus de temps que de le faire du jour au lendemain. Et en termes de culture d'entreprise et de sensibilisation des collaborateurs, comment vous voyez ça, donc vous, chez Worldline ou même ailleurs ou en termes de vision ? Alors, aujourd'hui, on est avant tout sur des sujets d'expertise. Voilà. Aujourd'hui, la CSRD, c'est un sujet d'expertise. Donc il faut que l'exercice se fasse avec les experts qui vont bien autour de la table. Et en effet, c'est ces conclusions qui vont intéresser en fait, fondamentalement les collaborateurs. Puisque dans un certain nombre de cas, pour les entreprises, ça va engendrer des plans de transformation. Et c'est ça qui va attirer en fait, les collaborateurs, en tout cas attirer leur curiosité. Si on leur explique que demain, on envisage de créer une division qui va construire des bâtiments en bois et qu'on cherche des charpentiers, vous allez de facto générer un intérêt, surtout si vous identifiez que c'est une opportunité de marché, ce n'est pas un risque, c'est une opportunité de marché, et que vous vous préparez du coup à gérer l'avenir. Alors, vous allez potentiellement, dans ce type de cas, générer un stress qui est, mais moi qui suis dans la partie maçon, qu'est-ce que je vais devenir voilà. Et c'est bien ça, tout le sujet en fait, de la transformation. Mais vous posez la question, c'est déjà vous préparer fondamentalement à l'avenir. Et puis on en a déjà vu des transformations comme ça, par exemple la transformation digitale. Aujourd'hui, beaucoup se demandent s'ils vont être remplacés par une intelligence artificielle, alors que la réponse n'est pas forcément oui. C'est qu'il faut changer les métiers pour qu'ils s'adaptent à la transformation digitale. Et ce sera la même chose avec la transformation durabilité. Voilà, il va falloir traiter le point. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des plans de transition assez vite. Et alors, comment vous voyez-vous l'évolution de la CSRD dans l'avenir et son adoption auprès des entreprises ? Alors, je pense que là, on est dans la phase où on fait la production. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est en train de créer on est en train de créer l'offre, mais pour l'instant, on n'a pas la demande. Ou en tout cas, on n'a pas le retour de la demande. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands corporates sont en train de produire. D'accord ? Et au cours du premier semestre, ils vont livrer ces éléments, en particulier aux investisseurs. D'accord ? Mais on n'a pas aujourd'hui de demande des investisseurs. Donc nous, ce à quoi on s'attend, c'est qu'on va, en fait, dans la réalité, amorcer la pompe. D'accord ? Et ce qu'on pense, c'est que quand les investisseurs vont découvrir ce contenu, ils vont se dire, normalement, je comprends qu'en fait, la CSRD est un outil pour m'assurer de la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là, et du coup, un moyen pour moi de m'assurer que l'argent que j'investis, ou l'argent que je prête, ou la prime d'assurance que je fais payer, couvre bien tous ces risques. D'accord ? Et du coup, je vais en demander plus. Et je vais en demander surtout à des gens qui ne le font pas. Parce que moi, en fait, c'est mon outil. C'est mon outil à moi, investisseur, banquier, assureur, pour m'assurer que, en fait, ces risques-là sont pris en compte. Et donc,
Bah, si je suis banquier, je poserai en fait ces mêmes questions et donc je vais utiliser cet outil et je vais donc du coup créer une accélération au périmètre économique en fait plus large, qui sont juste les grands corporates qui peuvent être dans la vague 1 et la vague 2. Et on pense qu'à partir de là, en fait, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont être posées, une génération du coup d'expertise avec en effet des questionnements qui vont aller croissant et des modélisations. C'est-à-dire que toute cette donnée étant disponible, c'est-à-dire que le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, qui est que 50 000 entreprises en Europe vont être concernées par la CSRD, ça va être une mine d'informations pour les investisseurs pour dire, bah voilà, quand j'adresse l'industrie informatique, voilà a priori les plans de transformation auxquels je dois faire face et en fait ce qui fait les caractéristiques. Et aujourd'hui, ces données ne sont pas disponibles en fait. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'une fois qu'on aura mis à disposition ce premier niveau d'information, les investisseurs vont s'en saisir et demander plus d'infos. Donc ça va être drivé en fait finalement assez par... Allez-y, on coupera. C'est bon. Ça va être drivé principalement par les investisseurs, par l'argent et par la pression qu'ils vont mettre sur les entreprises quelque part. Ça revient au point qui est que la CSRD devient un outil à disposition pour s'assurer que voilà, vous n'allez pas, si vous êtes un investisseur, un banquier, un assureur, perdre votre argent. De la même manière que la comptabilité financière permet de savoir que l'entreprise est bien gérée. Voilà, c'est ça, c'est un outil comme un autre. Mais c'est un outil qui correspond à l'évolution, qui est que avant, vous ne risquiez pas de perdre du chiffre d'affaires du fait du climat ou du fait d'une rupture de votre chaîne d'approvisionnement. Super. Et est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui feraient ça pour la première fois, s'embarquer dans ce chemin vers la CSRD? Prendre un directeur RSE? Qui, lui, l'a déjà fait? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de directeur RSE qui l'ont fait, puisque tout le monde le fait. Non, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, je dirais le meilleur conseil, c'est que la fonction RSE, contrairement à toutes les autres fonctions de l'entreprise, en fait, publie intégralement ce qu'elle fait. D'accord? C'est la seule fonction. Il n'y a pas de confidentialité dans la RSE. La CSRD, elle vous demande gentiment de publier tout ce que vous faites. Après, évidemment, le secret des affaires, on le partagera pas. Mais aujourd'hui, quand on vous demande de publier vos risques, c'est vos risques. Voilà, vous n'allez pas dire ils sont secrets, je te les donne pas. On vous demande de publier vos plans d'action, vous n'allez pas dire ils sont secrets, je les publie pas. Vos politiques, c'est pareil. Votre plan d'action, on vous demande de le publier, c'est pareil. Donc ça veut dire que si vous commencez dans la matière, action numéro 1. Je regarde mon secteur d'activité et je regarde les gens qui sont dans le même secteur de moi, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le sujet. Et là, normalement, une lumière doit assez vite s'éclairer qui est « je ne savais pas que c'était ça, mais en fait, je le fais déjà. Pour partie, je le fais déjà. Je comprends ce que ça veut dire. » D'accord, donc ça, je peux réutiliser, ça, je comprends. Ça, je ne comprends pas, il faut que je rentre dans le détail. Mais en fait, voilà, quand on regarde son industrie, normalement, on doit être capable de comprendre l'intégralité de ce qui se dit. Voilà. Si vous êtes évidemment dans l'automobile et que vous allez regarder l'hôtellerie, ça va moins vous parler. Voilà, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. Si vous êtes dans l'hôtellerie, vous regardez les rapports de votre secteur et vous allez trouver les éléments qui vont bien. Et là, déjà, vous vous sentez soulagé parce que vous avez du coup une vision du livrable final. Et quand vous êtes rassuré par rapport à ça, parce que quand vous êtes en stress, c'est quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez et par où vous allez passer. D'accord ? Alors que là, si vous prenez un rapport de votre industrie, vous avez le point d'arrivée. D'accord ? Vous voyez déjà un certain nombre de chemins que vous allez pouvoir emprunter pour y arriver. Certains restent à découvrir, mais vous ne partez plus de zéro. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, pour moi, le meilleur conseil, c'est de commencer à regarder. Et à partir de là, quand vous avez fait ça, vous êtes déjà en fait à l'étape 2, qui est que vous commencez à réfléchir et vous commencez à vous imprégner des vrais sujets. D'accord, donc en fait, le directeur RSE, c'est un petit peu un métier collectif. On joue avec sa filière. Alors, c'est un métier collectif et c'est un métier de grand curieux. Voilà, c'est un métier de grand curieux et c'est un métier d'innovant. Voilà, c'est-à-dire que du coup, il faut trouver des idées, il faut trouver des solutions industrielles, mais tout le monde partage tout et tout le monde est très heureux de voir comment, en fait, il peut progresser. Alors, il y a des domaines où il y a des avantages concurrentiels qui peuvent être générés avec la RSE. Et dans ce cas-là, le partage est un petit peu plus limité.
Mais aujourd'hui, les avantages concurrentiels qui sont faits entre les entreprises se font plus parce que certains sont pionniers et d'autres ne font rien. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, rien, le fait de faire quelque chose est un avantage concurrentiel. Exactement. Donc aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est que pour être bien positionné en termes de RSE, il n'y a pas encore une nécessité de mettre des millions sur la table. C'est surtout, avant tout, une volonté. Le fait que le directeur RSE soit rattaché au directeur général ou puisse avoir accès en fait, au conseil d'administration, ça donne déjà un avantage compétitif significatif dans la visibilité interne et dans les moyens et les facilitations qui peuvent être faites dans l'exécution. Et alors, quels outils et quelles ressources autres que les rapports des voisins vous conseilleriez à ceux qui s'y intéressent? Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Hein. Donc, on a commencé par regarder un petit peu ce que faisaient les autres. Voilà. Et après, en effet, ce qu'il faut, c'est pas trop perdre de temps sur la donnée et arriver à la sécuriser dans un outil qui va assez bien. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'attendre un petit peu que les KPI se stabilisent, les méthodes de calcul se stabilisent, que les KPI standards se dégagent. Mais tout ça a vocation à être introduit dans les systèmes qui vont bien. Et il faut vraiment se concentrer sur la recherche, l'identification d'innovation, voir ces chiffrages carbone, biodiversité ou tout ce qui va avec. Mais la valeur, elle est plutôt en fait sur ça, plutôt que d'essayer de gérer des bases de données qu'on aurait fait soi-même ou des fichiers Excel qu'on voudrait gérer soi-même. Non, faut pas faire ça. Passer par une plateforme plutôt que des Excel. Ouais, non, il faut la valeur ajoutée du directeur RSE, c'est de réfléchir à la planète et pas essayer d'inventer des choses qui existent déjà sur le marché. D'accord. Je regarde si j'ai d'autres questions. Je crois que j'ai pas d'autres questions. Je vais passer. Je vais dire merci. On reprend. Merci beaucoup. On va peut-être finir, comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast, par des petites questions courtes, un peu plus personnelles, mais toujours en lien avec votre engagement. Premièrement, est-ce qu'il y a un film qui vous a inspiré récemment ou un documentaire dont vous voudriez parler? Alors non, parce que je suis pas, pour moi, c'est pas ma source d'inspiration. La source d'inspiration d'un grand nombre de directeurs RSE, ça a quand même été, et ça reste toujours les vidéos de M. Jean Covici, fondamentalement. Je m'excuse, mais aujourd'hui, je pense que ça a permis d'éduquer quand même énormément en fait, de directeurs RSE sur quelles étaient les problématiques et quels sont les vrais ordres de grandeur. Et ça, c'est un vrai sujet, au-delà de la sensibilisation, un sujet d'éducation qui permet, sur des bases, de mettre des bases qui sont facilement utilisables et réplicables pour la suite. Et alors, si demain vous changiez de vie et vous faisiez quelque chose de complètement différent, qu'est-ce que ce serait? J'ai réfléchi à la question, mais rien d'autre, parce qu'en fait, mon job change tous les ans. Que voulez-vous espérer mieux que d'essayer de sauver la planète et l'être humain qui est dessus? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. C'est beau. Et alors, si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous pouviez changer dans le passé un événement qui a eu des conséquences désastreuses pour la planète, qu'est-ce que ce serait? Alors, je pense que l'événement qui a fait basculer les choses du mauvais côté, c'est l'accident de Fukushima, dans lequel on voit bien que beaucoup de réacteurs nucléaires ont été fermés, dont nos amis un peu plus à l'est ont tout fermé pour remettre du gaz et du charbon. Et on voit bien que les grands informaticiens américains, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire après vous avoir vendu la carte postale du data center et tous les panneaux solaires qui allaient autour? Ils sont donc en train de faire construire des centrales nucléaires. Voilà, parce qu'ils ont clairement identifié que c'est l'énergie qui fait fondamentalement pas beaucoup de carbone et qui est disponible quand on veut. Donc voilà, donc je pense que cet incident au Japon a fait basculer et a fait prendre un certain nombre de retard sur cette filière qui aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'était pas forcément une mauvaise idée et il faudrait s'y remettre très très rapidement. C'est pas comme si j'avais jamais eu d'accident dans les mines de charbon. Je ne maîtrise pas la mine de charbon. Demain, en un mot. Demain, en un mot. Alors,
il y en a deux. Étiquette. Alors avec ça, vous n'irez pas beaucoup très loin. Je dirais c'est étiquette carbone. Ma croyance vise à dire que aujourd'hui, dans un monde contraint, on va vous demander d'arbitrer. Alors, on va vous demander d'arbitrer ou alors vous allez vous-même avoir besoin d'arbitrer, d'accord ? Au sens de si je veux garder de manière caricaturale mon steak et mon avion, il faut que je gratte ailleurs. Et donc, je vais essayer de gratter sur tout ce qu'il y a autour, qui est la lampe, là, combien elle coûte en CO2, est-ce que je peux l'avoir pour moins cher ? Le micro, il coûte combien en CO2, là, est-ce que je peux l'avoir pour moins cher ? Etc., etc. Et ça, c'est des arbitrages individuels que vous pouvez faire assez facilement. Il faut juste qu'on vous dise, bon, bah voilà, ce micro-là, il pèse, je sais pas, 32 kg de CO2 parce que la perche, elle coûte 20 kg de CO2. Et là, vous dites, attendez, je m'en fous, mets-moi plutôt un truc plus petit. Voilà. Non, mais pour garder votre niveau de vie, vous allez être capable de faire un arbitrage sur tous les produits qui sont autour de vous. La table, vous allez vous poser, mais cette table-là, combien elle pèse ? Si elle est plus petite et qu'elle fait 2 fois moins kg de CO2, ben, je le prends, quoi. Je veux dire, ça ne change pas ma vie. Voilà, je vais préserver en fait mon niveau de vie et je vais faire un arbitrage sur des choses, toutes les choses qui sont autour de moi en disant si elle est 2 fois plus petite, franchement, ça fait le job. Franchement, ça fait le job et je la prends. Et je la prends à 2 fois moins kg de CO2. Donc voilà, ma croyance, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que... Et la CSRD va accélérer là-dessus parce qu'on va avoir besoin des étiquettes carbone pour faire le calcul du Scope 3. Donc il ne s'agit pas d'être parfait, mais de faire les arbitrages et d'avoir une sorte de budget carbone. Alors, pour moi, c'est la phase 3. D'accord ? Aujourd'hui, on est dans la phase... Donc, pour moi, il y a 4 phases. La phase 1, c'est on vous a dit, en 2015, on va tous mourir, il y a le réchauffement climatique. Vous avez dit, oh là là, c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, ça arrivera en 2025-2030. On verra quand on y sera. Puis on aura peut-être trouvé des solutions, donc pour l'instant, je fais rien. Là, vous êtes dans la phase 2 qui est, fondamentalement, vous avez compris que le truc était là. Voilà, vous l'avez vu à la télé, là, vous avez vu au cours des 8 derniers mois avec toutes les tonnes d'eau qui sont tombées, que le truc était là. Et donc, tout le monde a compris qu'il fallait changer. Voilà. Changer quoi ? Alors bon, je mange un peu plus de légumes, voilà. Je mange un peu moins de viande. Je prends moins l'avion. J'ai plus de voiture parce que j'habite à Paris. Voilà, où j'achète moins de vêtements. Donc, vous êtes globalement capable de me donner, normalement, dans une des 4 dimensions, une action que vous faites. Voilà, donc, vous êtes dans la phase 2. La phase 3, c'est non, mais là, ça va pas. Il faut que j'arrive à supprimer du CO2. Et là, vous avez besoin de l'étiquette. D'accord ? Et là, vous dites, franchement, j'ai toujours envie d'aller à New York en avion, mais il faut que je me rattrape sur tout le reste. Donc, ça, c'est la phase 3. C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et la phase 4, c'est non, mais là, je suis dos au mur. Il faut vraiment que j'arrête. On arrête tout. Voilà. Voilà. Donc là, vous êtes dans la 2. Vous êtes dans la 2. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire des choses. Tout le monde commence à faire des choses. Mais pour aller plus loin... Sans sacrifier trop de niveau de confort. Voilà, mais bon, franchement, regardez, si on prend le cas de la table, là, la diviser par 2, ça ne changera pas notre vie. Ouais. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de 2015 comme le moment où il y a eu un événement qui nous a fait prendre conscience du réchauffement climatique. Ça fait quand même beaucoup d'années avant 2015 qu'on se posait la question. Qu'est-ce que c'est cet événement qui vous fait revenir Les accords de Paris ? Les accords de Paris. Mais il y a un autre événement qui est un peu plus, qui est aussi marrant. Les accords de Paris, c'est un truc dont on peut en parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est un peu fixé dans les dates. Mais il y a un autre événement qui a beaucoup popularisé les accords de Paris. Les gens ne s'en rappellent pas forcément, parce que ça fait un peu de temps. C'est en fait quand l'ami Trump a été nommé président la première fois, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Moi, je dénonce les accords de Paris ». Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a dit « Mais nous, on est tous pour les accords de Paris ». Parce qu'on est contre M. Trump. Donc on est tous pour les... Personne ne savait de quoi on parlait, hein. Mais tout le monde était pour. Et donc, c'est là qu'en fait, le truc est apparu. Vous en avez entendu partout, plus à la télé, à ce moment-là, presque, quand ils ont signé, si je caricature. Et donc, il a eu il a en fait, fait énormément de promotion du sujet, juste en se mettant contre, en fait. Oui, personne ne savait ce que c'était que les accords de Paris avant que Trump soit contre, quoi, quelque part. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, une citation inspirante. Une citation inspirante. Je pense que le sujet, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent tous ceux qui font plein de choses. Moi, j'ai tendance à dire, il y a que ceux qui font rien qui ne peuvent pas se ramper. Voilà, je pense que c'est ça le sujet. Le sujet est compliqué. Il y a plein de solutions à trouver. On peut toujours dire qu'on va pas assez vite. N'empêche que voilà, ceux qui sont à la manœuvre ou qui essayent de faire avancer, ils y passent un maximum de temps. S'il y en a qui sont plus malins, ils peuvent venir donner un peu un avis. Mais est-ce que dans notre cas, ne rien faire, c'est pas se tromper, justement ?
Ah bah si, c'est bien, c'est bien ça. C'est bien ça. Et si vous étiez président demain, qu'est-ce que vous mettriez en œuvre en premier pour améliorer la situation ? Bah, je pense que là où on a besoin, en fait, si je reprends mes 4 phases de tout à l'heure, aujourd'hui, vous voyez que si vous, en tant que citoyen, vous voulez arbitrer, vous avez besoin de ces étiquettes. Enfin, vous avez besoin de dire, bah ouais, il y a des trucs sur lesquels je peux décider du jour au lendemain que j'en ai plus besoin ou j'en ai moins besoin. Et donc, je dirais, pour nous, la chose qui n'a pas été faite en fait, depuis 2015, c'est l'éducation. Alors, évidemment, c'est compliqué d'aller expliquer que moins d'avions, c'est mieux, changer la nourriture, c'est mieux. Voilà, se rassembler dans des espaces de logement, c'est mieux. Voilà, donc, mais à un moment, tout le monde voit bien qu'il se passe quelque chose quand même. Enfin, vous voyez, tout à un moment, là, tout le monde voit bien qu'il se passe quelque chose et tout le monde voit bien qu'il va falloir changer. Et donc, à un moment, il va quand même falloir expliquer un petit peu plus en détail quels sont les leviers. Voilà. Peut-être éduquer sur l'impact carbone de chacune des habitudes des ça individus. Revient, ça. C'est bien ça dont on parle, oui, tout à fait. Super, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur RSE chez Worldline, donc le leader du paiement, qui est une entreprise cotée de 4,6 milliards d'euros. Et à côté de ça, vous êtes au conseil d'administration du C3D, en charge de la task force sur la CSRD. Merci beaucoup Sébastien. Très bien, merci à vous. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode du podcast LIF.